Les gars, c'est la première fois en 2-3 ans qu'on peut enfin spoiler The Last of Us. Vous imaginez, c'est-à-dire que quand la saison 1 a été annoncée, on faisait attention de pas trop vous spoiler la mort de Joël justement, parce que c'est un truc tellement incroyable qu'on veut pas gâcher ça. Une fois que la saison 1 était terminée, on voulait pas vous spoiler non plus, parce qu'on savait que la saison 2 allait traiter la mort de Joël justement, et surtout, on savait tous, ceux qui ont joué au jeu, que au moment où Pedro Pascal bute le docteur, on savait que c'était ça le déclencheur, tu vois. On le savait, on se disait putain mais alors là les gens ne viennent pas de se rendre compte qu'il y a un truc de fou qui vient de se passer, qui va être l'étincelle à tout ce qui va arriver ensuite. Alors évidemment, vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs à spoiler dans cette saison 2 ou saison 3, on va en parler, enfin on va en parler. Je vais pas spoiler ce qui va se passer, mais c'est juste pour vous prévenir qu'il y a d'autres surprises, il y a d'autres éléments qui sont incroyables dans ce jeu, dans cette saison qui vont arriver. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec vous sur cette chaîne pour vous parler des 2 premiers épisodes de The Last of Us, parce que j'en ai pas parlé pour l'épisode 1. Et je me suis dit, attends, ça reste quand même un giga coup de cœur, The Last of Us, pour moi, une giga claque pour ceux qui étaient là en stream. Voilà, pour rappel, le deuxième jeu, on devait faire une session, je crois, de 2 heures en live. Au final, on a fait 6-7 heures en live pour finir le jeu. On l'a fini genre à 3 heures du mat. C'était n'importe quoi, mais les émotions étaient tellement incroyables. Ce jeu est bientôt gravé dans mes veines, voilà, je vous le dis. Que j'avais envie maintenant, voilà, aujourd'hui, de revenir sur cette adaptation de l'épisode 2. Parce qu'après tout, j'en avais fait, je crois, des critiques pour l'épisode 1. Et les gars, je pense que le monde entier s'est pris une giga claque. Je vais pas essayer d'exagérer dans cette vidéo, mais je pense, et arrêtez-moi si je me trompe, que cet épisode peut être comparé à certains épisodes de Game of Thrones en termes de mise en scène déjà un petit peu, mais surtout en termes d'impact sur les gens, parce que ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui, je ne sais pas comment, par chance incroyable, ne s'étaient pas fait spoiler jusque-là, parce que ça quand même, j'avoue si vous y êtes arrivé, je pense que ces gens-là se sont pris une giga claque, mais pour ceux qui connaissent le jeu, qui l'ont fait, etc., comme moi, on s'est aussi pris une giga claque. Déjà pour la fidélité de la scène, mais aussi parce qu'ils ont fait des petits changements qui font que ça rend cet épisode beaucoup plus spectaculaire qu'il n'est dans le jeu, ce passage. Dans le jeu, ce moment, il arrive à un moment en fait où tu t'y attends pas forcément, un moment qui est assez lent d'ailleurs, parce que bon, on a toute la traversée comme on l'a là dans la série avec Abby dans la neige, etc., où on se tape plein d'infectés par-ci par-là. Ça ils l'ont repris, mais ils l'ont repris de manière plus courte. Et ensuite on a tout un passage aussi avec Ellie et Dina qui cherchent, je sais plus ce qu'elles cherchent d'ailleurs, mais voilà, on fouille des maisons, etc., etc. Et c'est ensuite qu'on va vers Joël, quoi. Donc tout ça, ça a été fait de manière très courte. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'ils vont faire pour retracer... En fait, vu comment ils sont en train de tout adapter là, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que la saison 2 va s'arrêter à la moitié du jeu numéro 2. Parce qu'en fait, ils vont quasiment au même rythme que le jeu. Sauf que dans The Last of Us, je crois qu'il y a 7-8 épisodes. Ok, je viens de vérifier, il y en a 7. Et dans le jeu, on est sur, vraiment, si on rush le truc, on est sur 15 heures de jeu. Et sur une vingtaine d'heures si on prend notre temps et tout. Donc vraiment, ça voudrait dire qu'il faudrait au moins 2 saisons pour compléter les 2 jeux. Enfin, le deuxième jeu, chose qui serait logique du coup, vu que la saison 3, ça serait bizarre que ça serait sur le 3e jeu, vu que pour l'instant, même si bon, on sait que ça arrive, mais pour l'instant, le 3e jeu n'existe pas. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Je pense que la fin de saison 2 va se terminer sur un giga cliffhanger, ce qui va, je pense, motiver pas mal d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, à se dire « Ok, je m'en fous, je démarre le second jeu, rien à foutre ». Tu vois, je trouve que la mort de Joël est beaucoup mieux réussie dans un certain sens que dans le jeu, même si dans le jeu elle est exceptionnelle et qu'ils ont adapté les plans, les dialogues, etc. tout pareil. Mais en fait, dans le jeu, il y a un truc que t'as pas, c'est tout le monologue d'Abby avant de tuer Joël. Alors elle dit quelques trucs évidemment, etc. Mais elle dit, là elle révèle que voilà, Joël a tué son père. Ça c'est quelque chose, il me semble, qu'on apprend plus tard dans le jeu. Parce que dans le jeu, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que Abby, elle a la mort envers Joël, tu vois. Elle bute Joël.
Et tu sais pas vraiment pourquoi. Et tu te doutes qu'il y a une histoire de vengeance parce que la meuf est tellement déterre que voilà. Mais tu sais pas vraiment pourquoi elle le tue. Et du coup, c'est intéressant parce que vu que tu sais pas pourquoi, t'as la haine contre Abby à ce moment-là. T'as l'attachement qui arrive au fur et à mesure. Abby, voilà, tu comprends ses motivations plus ou moins. Et Abby, vous allez voir, c'est un personnage qui, au final, est ultra intéressant, ultra attachant aussi. Mais en fait, à ce moment-là, tu ne sais pas tout ça. Donc en fait, tu la détestes parce qu'elle vient de buter limite ton personnage préféré de la licence, quoi. Ce qui est totalement normal. Là, dans la série, en fait, Abby révèle direct qu'elle veut buter Joel parce que Joel, voilà, il a fait un bain de sang, en fait. Et dont le père, le médecin. Et en fait, de suite, du coup, tu comprends plus ses motivations. Et je dirais même que ils sont allés plus vite sur le développement de personnage parce que les WLF, donc les Wolves, la bande donc de Abby, si on veut, sont beaucoup plus humanisés, en fait. C'est-à-dire que dans ce même moment-là de la série, les Wolves, ils sont pas là en train de dire non mais Abby, tu vas trop loin, viens on fait demi-tour, tu vas tous te tuer. Ils ont un petit côté en fait où dans la série tu sens qu'ils sont là par loyauté envers Abby, mais en même temps tu vois, tu te dis ils ont pas envie d'être là, alors que dans le jeu t'as presque l'impression qu'ils partagent ce gros sentiment de vengeance avec Abby et qu'ils sont presque aussi contents qu'elle que Joel se fasse totalement buter, quoi. Donc il y a des petits changements par-ci par-là, notamment, et ça c'est un changement, je suis là en mode c'est dommage, est-ce que vous voulez éviter une certaine polémique? Notamment, ils ont swipe en fait les binômes, en fait. C'est-à-dire que dans la série, je vais essayer de pas me tromper parce que ma mémoire et moi, même si je viens de refaire ce moment-là du jeu, c'est compliqué. Dans le jeu, en fait, c'est Dina et Ellie qui partent. Donc c'est Dina et Ellie qui se retrouvent dans l'abri avec toute la weed, etc. notamment, on va en parler ensuite. Et c'est Joel et Tommy qui partent ensemble aussi. Donc Tommy, il ne reste à aucun moment dans le village et c'est pour ça que je vous dis que tous ces changements scénaristiques, ça a aussi permis de mettre pas mal d'émotions et surtout de spectaculaire dans cet épisode, puisque vu qu'ils ont laissé Tommy dans le village à Jackson, ça a permis toute cette invasion d'infectés, etc., et de s'inquiéter aussi pour Tommy et surtout de s'attacher envers lui, parce que là on le voit vraiment comme un héros qui est prêt à se sacrifier pour sauver toute sa ville, quoi. Mais du coup, eh bien ça a squeezé une scène qui aurait fait énormément de débats et je me demande si c'est pas les têtes pensantes d'HBO qui ont, suite à ce qui s'est passé durant l'épisode 3 de The Last of Us, ont décidé de tout switcher pour que cet épisode en fait, qui est un épisode malgré tout ultra important pour la licence, soit un épisode qui soit parfait aux yeux de tous, tu vois. Puisque Dina et Ellie dans le jeu se retrouvent dans l'abri avec la weed, etc. Ils fument un petit peu, elle fume un peu. Et eh bien on a une scène où elles couchent ensemble pour la première fois à ce moment-là. Et donc ça, on ne l'a pas eu. Donc on n'a pas ce rapprochement qui s'est fait entre Dina et Ellie. À la place de ça, on a, je sais plus comment il s'appelle, mais l'ex de Dina qui est avec Ellie et les deux sont pas du tout en symbiose, etc. Et du coup, ça, je dois dire que c'est grave dommage. Alors, pour le coup, je suis pas là non plus en train de dire mais c'est inadmissible tout ça, puisque il y a moyen que cette scène, on la retrouve peut-être plus tard adaptée sous un différent angle. Je pense que c'est quand même une scène qui est assez importante, on dira. Mais sur l'instant, je me suis dit, les gars, on le sait, vous avez eu une polémique sur l'épisode 3 de The Last of Us, qui était, voilà, moi je le dis, hein, le meilleur épisode de la saison 1 selon moi, avec une écriture impeccable, d'une justesse incroyable, qui donc portait sur une relation gay notamment, mais qui en fait, c'était juste deux hommes, mais ils en faisaient pas des caisses, comme on peut voir sur plein de séries Netflix, ou je sais pas trop quoi, juste c'était un bel épisode, un épisode sur l'amour, un épisode sur la mort, etc. C'était super beau, quoi, tu vois. Bref, c'était le meilleur épisode, sauf que forcément, ça n'a pas plu à beaucoup, alors que pourtant, cette relation existe dans les jeux, c'est juste qu'elle n'est pas peut-être autant développée, elle n'est pas montrée comme ça, mais elle existe, ils ont voulu en faire un épisode dédié. Et là, tu te dis, ils ont une autre scène un peu LGBT qui est là, et comme par hasard, ils la squeeze. Je pense que les enjeux étaient gros, et je pense que HBO s'est tellement pris une sauce durant la saison 1, malheureusement, que pour la saison 2, et notamment pour ce moment-là, ils se sont dit non mais là il faut que ce moment-là, il soit iconique, il faut qu'il soit parfait. Et je trouve ça un peu lisse et je trouve ça grave dommage du coup
Voilà, je sais pas, je trouve ça grave dommage. Alors il y a un truc aussi, une nouveauté qu'ils apportent dans cette saison, dont je me rappelle pas forcément dans les jeux, c'est que les infectés commencent à devenir intelligents. Alors, il avait vendu durant l'épisode 1 déjà avec la meuf qui se cache, enfin la meuf infectée qui se cache, etc. Et jusque là je me suis dit, bah en fait c'est pas qu'ils deviennent, enfin oui ils deviennent intelligents mais c'est comme dans les jeux quoi, ce mob là il existe aussi dans les jeux. Et oui c'est vrai qu'il nous fait chier aussi, il se cache, il nous fait peur et etc etc. Donc jusque là je me suis dit ok, il traduit ça par le fait que les infectés sont devenus intelligents, là où nous on traduisait ça dans les jeux par le fait que ce mob là peut-être est plus intelligent que les autres, tu vois. Mais non, puisque dans l'épisode 2 on voit bien que les infectés, tous autant qu'ils soient, commencent à devenir intelligents, puisque on voit que après avoir essayé de défoncer toutes les barricades de la ville de manière totalement no-brain, eh bien ils se disent bah tiens, si on attendait notre colosse, le colosse qui arrive, qui fonce dans un point faible précis de la barricade, et avec tous les infectés qui suivent le colosse, et en réfléchissant un petit peu, ils arrivent à rompre les barricades de la ville. Donc j'ai hâte de voir cette nouveauté, comment elle va être décrite à l'écran, puisque c'est vrai que ça pour le coup c'est pas quelque chose qu'on avait dans le jeu vidéo, même s'il y a différents types de mobs. Certains qui sont un peu plus cons que d'autres, un peu plus faciles que d'autres, un peu plus intelligents que d'autres si on veut, mais j'ai hâte de voir où ils vont aller avec ça, parce que bah, bordel, je sais pas vous, mais j'étais content quand j'ai commencé à voir tous les infectés, qui d'ailleurs sont beaucoup plus nombreux là dans la série. C'est à dire que oui, t'as cette scène dans le jeu vidéo aussi où t'as Ellie qui va débarquer au milieu de plein de cadavres et elle va se faire courser par pas mal d'infectés aussi, mais vraiment pas autant. Je veux dire, ce moment là dans les jeux peut être un tout petit peu stressant, mais là quand tu vois le plan de Abby qui est en train de courir avec des centaines et des centaines d'infectés derrière elle, je peux vous dire que ce moment là est beaucoup plus stressant que dans celui des jeux vidéo. Et notamment aussi il faut soulever la scène avec le grillage où elle passe derrière le grillage, il y a tous les infectés qui arrivent, le grillage qui se plie petit à petit. C'est une scène qui dure plus longtemps dans la série et qui je trouve est beaucoup mieux mise en scène pour la tension, puisque là ici on a même un infecté qui passe à travers le grillage et qui nous attrape la jambe, et ça de mémoire je crois que c'est pas dans le jeu vidéo. Ils ont vachement mis l'accent dessus, et notamment ils l'ont transposé ensuite sur la ville de Jackson avec vraiment une scène digne d'une bataille de Game of Thrones, avec des milliers peut-être d'infectés, je sais pas, qui arrivent et qui décident de défoncer absolument Jackson, et qui envahissent même Jackson et qui voilà commencent à bouffer des gens, etc. Donc vraiment un épisode, mais voilà, je pense que c'est un épisode qui va marquer, qui va rester vraiment dans les annales d'internet si on veut, dont on va beaucoup parler. Il y a déjà plein de mèmes qui circulent à droite à gauche, ça fait ultra plaisir, notamment sur la mort de Joël. Voilà, on n'en pouvait plus de dire la scène du golf, etc. avec des mèmes sur le golf qu'on voyait depuis des années, peut-être pour certains d'entre vous. Là maintenant, ça y est, vous comprendrez. Je suis très content parce que maintenant, ça y est, on peut enfin tous en parler de manière solidaire de tout ça, sans se dire ouais mais peut-être qu'il a pas fait le jeu donc je vais pas le spoil ou voilà. Je vous avoue que je sais pas comment vous avez fait pour ne pas être spoilé, tellement c'est pour moi un moment ultra marquant que tout le monde a repris sur internet. Et d'ailleurs je suis content parce que j'avais très peur qu'ils squeezent ça. En fait je me disais dans un sens c'est impossible qu'ils évitent la mort de Joël, tu vois, parce que c'est le déclencheur de tellement de choses que c'est impossible. Et en même temps il y avait une petite partie de moi qui me disait imagine si Joël reste en vie, tu vois. Et là, j'aurais été dégoûté. J'adore Joël, j'adore Pedro Pascal, mais tu vois, c'est pas possible de faire autrement. Puis tout ça, forcément, ça s'est accentué quand j'ai vu que Joël partait avec Dina au lieu de Tommy. Je me suis dit, oula, ils commencent à inverser les trucs. Imagine, ils font crever Tommy à la place de Joël, ou ils font crever Dina à la place de Joël, ou je sais pas. Parce que c'est vrai que Tommy, vu comment il est traité dans cet épisode, tu peux te dire qu'il va claquer. Justement, c'est tout ce qu'on te fait croire. Et ce qui était certain, c'est que je me disais, ok, dans cet épisode, il y a un mort, c'est sûr et certain. La question, c'était qui, tu vois. Normalement, c'était Joël. Mais je vous ai dit, il y avait une petite partie de moi, parce que Pedro Pascal, parce que c'est la star de la série. Parce que tu te dis, mais il y a plein de gens qui vont vouloir arrêter de regarder une fois que Pedro Pascal sera plus là. Alors, heureusement, je vous le dis, c'est pas un spoil. Mais je pense que ça sera comme ça aussi dans la série. Mais dans le second jeu, il y a énormément de flashbacks entre Joël et Ellie. Et je pense que c'est en ça que Pedro Pascal va rester dans la série. Et qu'ils vont essayer de le mettre
de temps en temps, peut-être à chaque épisode ou je sais pas quand. Ce qui du coup me fait un peu peur parce que j'espère qu'ils vont pas trop abuser là-dessus pour vraiment essayer de mettre Pedro Pascal à chaque épisode pour qu'on puisse avoir la star de la série à chaque fois dans chaque épisode et contenter les fans de l'acteur parce que bah, c'est un acteur qui est bankable mine de rien et c'est une tête d'affiche et ça fait vendre. Donc peut-être qu'il y a un truc par rapport à ça. Il y a pas mal de flashbacks donc ils peuvent se régaler, ils peuvent même en rajouter d'autres. Voilà. Il y a plein de trucs à aborder qui sont ultra intéressants, à adapter aussi peut-être qu'on n'a jamais vu dans les jeux. Et parlons vite fait d'Ellie pour terminer cette vidéo et d'Abby aussi. Déjà pour commencer, Ellie, autant dans la saison 1 je la défendais parce que l'actrice s'en est pris plein la gueule, elle s'en prend toujours plein la gueule et je défends dans tous les cas toujours l'actrice hein, qui est vraiment une très bonne actrice pour le coup, on l'a vu avec cette scène là toute particulière, moi je trouve, elle a eu un jeu impeccable pour le coup. Je la défendais, la Ellie de la saison 1, parce que c'était une Ellie un peu enfant et ouais ok il change quelques trucs, elle est plus vulgaire et tout mais ok ça fait le café. Tu vois moi je trouvais que surtout l'alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey était vraiment impeccable et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont casté en premier, là où certains disent ouais mais Bella Ramsey elle ressemble pas à Ellie et tout. C'est vrai, pour le coup, mais il y a une alchimie palpable entre les deux acteurs. Et vraiment, faut pas oublier que Neil Druckmann, donc le créateur du jeu, il était là au moment du casting. C'est lui qui a validé Bella Ramsey. Donc vous pouvez pas vous dire fan du jeu et renier ce que le créateur a totalement validé d'un autre côté, quoi. Mais j'avoue que pour cette saison 2, j'ai beaucoup de mal avec Ellie. Non pas avec Bella Ramsey, mais avec l'écriture du personnage d'Ellie. Dans le sens où en fait on a eu un gap de 5 ans qui s'est passé à l'épisode 1 et en fait il n'y a eu aucun changement. Tu vois, c'est-à-dire que normalement dans le jeu, ce gap de 5 ans tu le ressens de ouf. Tu le ressens physiquement puisque les Pedro Pascal, enfin Joël devient plus vieux, ça ils l'ont super bien réussi. Mais Ellie grandit et ça se voit, tu sais, elle a un changement de look, elle a le tatou et même dans son caractère elle est beaucoup plus posée, adulte, réfléchie, toujours ce petit côté rebelle mais beaucoup plus posée quoi tu vois. Et là en fait... c'est exactement la même Ellie après ce gap des 5 ans. J'ai ma petite théorie là-dessus. Je peux en parler maintenant. Je pense qu'en fait, ils attendaient la mort de Joël pour évoquer le gap psychologique d'une Ellie qui avant faisait la faux folle, etc. était une enfant. Et qui du coup maintenant est traumatisée, s'est pris la vie dans la tronche on dira. Et va être beaucoup plus posée, mature et vraiment tout le temps sous la quête de la vengeance, etc. etc. Ce qui paraîtrait totalement logique et j'espère qu'ils vont faire ça. Mais dans un sens, tu peux pas non plus squeezer le fait qu'il y a 5 ans qui se sont déroulés. Il y a eu une ellipse de 5 ans et où voilà, la meuf n'a pas changé d'un poil. Quoi. Tu vois, ça c'est très bizarre. Par contre, moi je trouve, en termes de caractère, surtout avec tous les changements dans sa vie qu'il y a eu, etc. Pour moi, c'est un truc qui est un peu bancal sur l'écriture du personnage de Ellie pour ce début de saison, en tout cas pour l'épisode 1. C'est vrai que ce gap de 5 ans, personnellement, je le vois pas du tout pour le coup. On verra ce qu'il en sera par la suite. Et concernant Abby, eh bien écoutez, Abby c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait un cast parfait pour son visage, mais pas vraiment pour son corps. Et en fait, j'ai un peu du mal pour l'instant à ressentir Abby comme je la ressentais dans le jeu, c'est-à-dire que... Et je comprends en même temps, c'est-à-dire que là, on nous vend le fait que c'est une bande de militaires surentraînés, formés, etc. Ce qui, du coup, permet la force, en fait, d'Abby. Là où dans le jeu, je crois que tu apprends un peu plus tard que ce sont des militaires, justement. Mais t'as une Abby, voilà, les stocks de ouf, elle te met des patates de forain, même dans le gameplay, quoi, tu vois. C'est pas pour rien que dans The Last of Us Partie 2, tu incarnes plusieurs personnages à certains moments. Et t'as un gameplay différent pour chaque personnage. Et Abby, pour le coup, tu sens que c'est un gameplay de force brute. Elle met des patates de forain aux infectés, elle est one shot, quoi, tu vois. Ça, c'est un truc qui sont pas retranscrits. Pour le coup, on avait regardé en stream, vite fait, j'ai lancé un stream sauvage hier. Et on avait regardé avec les viewers. Et l'actrice donc de Abby fait 1m56, si je me trompe pas. Donc elle fait à 1 cm près la même taille que Bella Ramsey, donc que Ellie. Là où dans les jeux... Ellie fait 1m60 je crois par là aussi, mais Abby fait 1m73, tu vois, donc tout est là pour prôner le gigantisme avec voilà, une femme qui est très grande, très large, très forte, en faire en fait une colosse quoi complètement. Et c'est vrai que c'est un côté qui est important selon moi parce que Abby, vu que de base t'es censé la détester et qu'ensuite t'as le développement et tu t'attaches, etc. etc. Bah en fait ça permet de créer de contribuer à un contraste encore plus grand parce que bah,
c'est un bloc de pierre, quoi, tu vois. Limite, un soldat, voilà, et un soldat physiquement aussi, qui n'a presque aucune émotion, quoi, tu vois, au départ, mis à part la haine et la vengeance. Et je trouve que ce contraste, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça contribue vachement à l'écriture de son personnage, son physique, qui est très mastoc, surtout pour son développement par la suite. Ça casse sa carapace, quoi, qui est là, visible, quoi. Et là, elle est un peu plus mignonne, cet habit. Le visage, c'est nickel, pour le coup. Mais j'avoue que physiquement, pour l'instant, j'ai un peu du mal, quoi. Mais bon, après, l'actrice est géniale, elle joue très bien, elle fait une très bonne habit, mine de rien. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant, et là aussi, ça a un parti pris, tu vois, de se dire que, bah voilà, ils ont casté Bella Ramsey pour Ellie alors qu'elle avait rien à voir. Là, pour Abby, c'est un peu plus proche, déjà, on va pas se mentir. Mais il y a une question qui s'est posée, forcément, c'est sûr et certain. Ils ont dû se dire au bout d'un moment, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on caste voilà, une bodybuildeuse? Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il faudrait caster. Hein. Faudrait caster une meuf qui s'envoie de la testo dans les veines hein, pour avoir une habit voilà, comics accurate entre guillemets. Ou est-ce qu'on caste une actrice, on lui dit voilà, de train à mort ses bras, etc. Et même, tu vois, dans la mise en scène, quand j'y pense, parce que on parle du physique et tout, mais dans la mise en scène, il n'y a pas vraiment des plans ou des techniques de montage ou des techniques de mise en scène justement, de disposition de décor et tout, qui sont là pour rendre Abby, contribuer au fait qu'elle soit imposante, quoi, tu vois. On a vu dans certains films, tu sais, par exemple, ils font des encarts de porte un peu plus petits pour que le personnage, quand il passe entre, paraisse beaucoup plus gros, ou alors ils mettent beaucoup de plans en contre-plongée pour le rendre beaucoup plus imposant. Là, il n'y a rien de tout ça. Bon, il y a des plans contre-plongée, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus pour les scènes où voilà, Abby est en train de massacrer Joel. Mais ils n'ont pas envie de rendre Abby mastoc. J'ai hâte de voir pourquoi. J'ai hâte de voir comment ça va contribuer donc du coup à l'évolution de son personnage. Et notamment avec toute sa relation avec la bande. Parce que, comme je vous l'ai dit, on sent que même si sa bande reste quand même très loyale envers elle, il y a quand même une forme derrière de Abby, là, t'es en train de nous foutre dans la merde, est-ce qu'on n'arrêterait pas de t'écouter? Tu vois? Il y a une solidarité qui, en fait, est beaucoup plus fragile, moi j'ai l'impression, que dans le jeu. Donc du coup, j'ai hâte de voir où tout ça va aller. Mais grosso modo, pour conclure sur cet épisode 2, je pourrais en parler, je crois, pendant super longtemps. Les gars, on vient de vivre un truc incroyable, moi je pense, avec cet épisode 2. Ceux qui n'ont pas joué au jeu se sont pris une giga claque. Et ceux qui ont joué au jeu, je pense, ont tous été plus ou moins satisfaits, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même ce changement entre Dina et Ellie qui, selon moi, est assez important. Et peut-être qu'on aura la réponse de tout ça plus tard, voilà. Mais après, je trouve que les choix scénaristiques qu'ils ont fait sont plutôt intéressants. Le fait de voir Tommy à Jackson en train presque de crever, bah génial, parce que bah, dès le départ, au moins, ça te développe le personnage et t'arrives à t'attacher à lui. Et pour la suite de l'histoire, ça va être intéressant, parce que maintenant qu'il n'y a plus Joel, bah il y a Tommy, quoi, tu vois, entre guillemets. Et bah, c'est intéressant d'être ultra attaché envers une espèce de figure paternelle, on dira bis, en fait, par rapport à Ellie. Et j'adore aussi toute la dynamique. Là, je vois vraiment dans cet épisode, déjà, il y a une chose qui change beaucoup par rapport au jeu. C'est déjà le fait que la nature est traitée comme un personnage. Alors, dans le jeu aussi, il neige, il fait froid. Mais là, tu les sens vraiment, c'est un danger de sortir, quoi. Tu vois, quand tu vois Dina qui, juste avant de rentrer dans le chalet, descend de son cheval et la meuf, elle est à moitié consciente et tout à cause du froid, tu sens que c'est dur, là, la neige, le froid, etc. Ça, c'est quelque chose qui sont vachement connotés par rapport au jeu. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est toute l'organisation de Jackson. Au moment où il y a des infectés, les gars, tu sens qu'ils se sont entraînés, qu'ils ont fait des exercices pendant des mois, voire des années, qu'ils l'ont répété. Ils savent vraiment quelle procédure enclencher, dans quel ordre, à quel moment. Tout est giga carré, giga organisé. Et ça, j'ai adoré voir ça aussi par rapport au jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, évidemment, en commentaire. Peut-être que je reviendrai comme ça sur The Last of Us pour quelques moments clés, pas à tous les épisodes, hein, mais quand il se passera un truc et que j'aurai l'envie, voilà, de vous en parler, de vous partager un peu mon avis, pourquoi pas en discuter tous ensemble. Je vous fais des bisous, on se dit à très vite et vive la chocolatine.